Prenez un simple pointeur laser rouge et faites-le passer à travers une fente unique, découpée plus fine qu'un cheveu humain. Et quelque chose se produit qui brise en silence la toute première chose qu'on vous a jamais dite sur la lumière. Vous vous attendez à voir une seule ligne brillante sur le mur derrière. Une simple ombre de la fente, projetée tout droit. À la place, vous obtenez une rangée de bandes brillantes et sombres, des raies de lumière avec des intervalles nets d'obscurité pure découpés entre elles, comme si la lumière avait été triée, mise en place selon une règle dont personne ne vous avait jamais parlé. Mais voilà ce que le récit simplifié omet. Baissez l'intensité de ce laser jusqu'à ce qu'une seule particule de lumière traverse la pièce à la fois, complètement seule, sans rien à proximité pour interférer avec elle, et les bandes se construisent quand même, point par point, avec patience. Un seul grain de lumière, entièrement par lui-même, arrive comme s'il avait tranquillement emprunté tous les chemins possibles à la fois et les avait tous pesés les uns contre les autres. Alors, comment un seul photon peut-il être partout à la fois? Installez-vous confortablement et abonnez-vous si vous êtes nouveau ici, parce qu'à la fin de ce récit, le faisceau calme et rectiligne d'un pointeur laser ne vous semblera plus jamais aussi simple. Maintenant, entrons-y doucement. Il existe une petite expérience que vous pouvez installer sur une table de cuisine et qui brise en silence la chose la plus évidente que vous croyez à propos de la lumière. Vous prenez un laser, le genre ordinaire, celui qui projette un seul point rouge bien net sur un mur. Vous placez une fine barrière devant lui et dans cette barrière, vous découpez une fente très étroite, un sillon bien plus fin qu'un cheveu. Puis vous laissez la lumière qui s'est faufilée à travers la fente tomber sur un écran à quelques pas de distance, vous éteignez les lumières de la pièce et vous regardez. Votre intuition sait déjà ce qui devrait se passer. La lumière voyage en ligne droite. C'est la toute première chose qu'on vous dit à son sujet et cela semble incontestable. La lumière du soleil entre par un interstice dans les rideaux comme un rayon droit. Une lampe torche projette un faisceau rectiligne. Donc la lumière passant à travers votre fente étroite devrait peindre une seule bande étroite sur l'écran. Une ligne brillante qui est simplement la forme de la fente transportée en avant. Une fente, une ligne. C'est l'attente raisonnable, et elle est fausse. Ce que vous voyez réellement, c'est une rangée de bandes. Il y a une large bande assise au milieu. Et de chaque côté, il y a d'autres bandes brillantes, chacune plus faible que la précédente, s'estompant à mesure qu'elles s'éloignent vers l'extérieur. Et entre ces bandes brillantes courent des lignes d'obscurité complète, des endroits où aucune lumière n'atterrit du tout. La lumière n'est pas restée dans sa voie. Elle s'est étalée, et en s'étalant, elle s'est en quelque sorte organisée en rayures, luminosité et obscurité alternant, un ordre émergent là où vous n'attendiez qu'un simple étalement diffus. Les physiciens appellent cela la diffraction par une fente unique, et la rangée de bandes brillantes et sombres s'appelle un motif de frange. Ce phénomène est connu depuis longtemps, il n'est pas controversé et vous pouvez le reproduire cet après-midi même. Mais la familiarité n'est pas la même chose que la compréhension. Et je veux que vous ressentiez un instant à quel point c'est véritablement étrange. De la lumière dirigée tout droit à travers une seule ouverture arrive sur le mur du fond en portant un motif. D'où vient ce motif? Il n'y avait qu'une fente. Il n'y avait qu'un seul faisceau. D'où vient l'obscurité? Ces lignes nettes où la lumière refuse simplement d'être. Regardez d'un peu plus près et le motif possède une structure qui mérite d'être retenue, parce que tout ce que nous ferons plus tard y reviendra. La bande brillante au centre est la plus large et la plus intense, avec une confortable marge d'avance. Et voici le détail à garder en tête. Cette bande centrale est presque exactement 2 fois plus large que chacune des bandes plus petites à côté d'elle. Les bandes latérales ont toutes à peu près la même largeur entre elles, mais celle du milieu est double. Gardez ce chiffre quelque part dans un coin de votre esprit, parce qu'à la fin de ce récit, il cessera d'être une curiosité que vous avez remarquée au passage, et deviendra un nombre que nous pouvons prédire à partir des principes premiers. Il est utile de comparer la lumière avec quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui se comporte de la manière à laquelle on s'attend. Imaginez que vous pulvérisez un fin brouillard de peinture à travers la même fente étroite sur le même mur. Les gouttelettes de peinture sont de petites particules, elles voyagent en ligne droite, et la plupart de celles qui passent à travers la fente atterrissent dans une seule bande étroite directement derrière l'ouverture, avec un léger flou au bord là où quelques gouttelettes ont accroché les côtés. Rétrécissez la fente et la bande de peinture se fait plus étroite, exactement comme le bon sens l'exige. Il n'y a pas de bandes multiples, il n'y a pas d'obscurité découpée au milieu du jet. Il y a juste une raie qui s'amincit à mesure que vous amincissez l'interstice. C'est le comportement de particules ordinaires et c'est ce que vous jureriez que la lumière devrait faire aussi, parce qu'on vous a dit toute votre vie que la lumière voyage en ligne droite, comme une grêle de minuscules balles. La peinture obéit, la lumière, non. Et l'écart entre ce que la peinture fait et ce que la lumière fait représente la taille exacte du mystère que nous traquons. Remarquez aussi que ce n'est pas un effet fragile qui n'apparaît que sous une perfection de laboratoire. Vous avez presque certainement vu ses cousins sans savoir ce que vous regardiez. Le reflet irisé sur une bulle de savon, l'éclat arc-en-ciel sous la surface d'un disque compact, le léger halo autour d'un lampadaire lointain vu à travers une fenêtre embuée, les franges délicates au bord d'une ombre projetée par une lame tranchante en plein soleil. Tout cela est le même phénomène,
de la lumière qui arrive là où elle ne devrait pas et qui s'annule là où elle ne devrait pas, qui s'organise en luminosité et en obscurité selon des règles qu'une simple image de ligne droite ne peut pas fournir. Le motif en bande sur notre mur est simplement la version la plus propre, la plus dépouillée de quelque chose que le monde fait tranquillement autour de vous en permanence. Nous l'avons simplement isolé dans une pièce sombre pour pouvoir le fixer sans aucune distraction. Maintenant, imaginons que nous fassions quelque chose de plus minutieux que simplement regarder. Imaginons que nous prenions un petit photomètre et que nous le glissions lentement en travers du motif, d'un bord à l'autre, en notant à quel point la lumière est brillante à chaque position. Quand nous traçons ces mesures, la luminosité sur un axe, la position sur l'écran sur l'autre, nous obtenons une courbe très particulière. Elle monte jusqu'à un pic élevé au centre, redescend entièrement à zéro à la première bande sombre, remonte jusqu'à une bosse bien plus courte, redescend à zéro de nouveau, remonte jusqu'à une bosse encore plus courte, et ainsi de suite vers l'extérieur. Un grand pic entouré d'une série de collines décroissantes, chacune séparée de la suivante par un point où la lumière s'évanouit complètement. Cette courbe a une forme mathématique exacte. Elle n'est pas approximative, elle n'est pas floue. Reproduire cette courbe précise et comprendre pourquoi elle a exactement cette forme, c'est toute la quête dans laquelle nous nous lançons ce soir. Vous avez peut-être déjà entendu la réponse standard, et elle n'est pas fausse. Elle est juste incomplète d'une manière qui dissimule le vrai mystère. La réponse standard, c'est que la lumière est une onde. Les ondes, quand elles passent à travers une ouverture étroite, s'étalent de l'autre côté et interfèrent avec elles-mêmes. Là où deux parties de l'onde qui s'étalent arrivent en phase, elles se renforcent mutuellement et vous obtenez de la luminosité. Là où elles arrivent en opposition de phase, crête rencontrant creux, elles s'annulent et vous obtenez de l'obscurité. C'est véritablement ainsi que le motif est habituellement expliqué et en tant que description de rides sur l'eau, c'est parfaitement bon. Le problème n'est pas que ce soit faux. Le problème, c'est que cela suppose silencieusement que la lumière est une chose lisse, continue, étendue dans l'espace. Et la lumière n'est pas uniquement cela, parce que la lumière est aussi faite de particules. Elle arrive en minuscules paquets indivisibles d'énergie appelés photons. Des grains individuels de lumière, chacun entier et dénombrable. Une lueur faible et un projecteur éblouissant ne diffèrent que par le nombre de ces paquets qu'ils déversent chaque seconde. Et c'est là que le récit de l'onde commence à craquer, parce qu'une onde est une chose étalée, collective et communautaire. Et un photon est un point unique et solitaire. Si le motif sur votre mur est véritablement dû à une partie d'une onde interférant avec une autre partie de la même onde, alors que se passe-t-il quand il n'y a qu'un seul photon traversant la pièce à la fois, sans rien d'autre nulle part à proximité pour interférer avec lui? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est quelque chose qu'on peut réellement faire et que des gens ont fait. Et la réponse est l'endroit précis où l'explication ordinaire s'effondre en silence. Donc, avant de pouvoir comprendre comment la lumière construit ces bandes, nous devons réduire l'expérience jusqu'à ce qu'un seul grain de lumière soit en vol à un moment donné, et voir si le motif survit à cette solitude. Baissons le laser, pas éteint, juste baissé. De plus en plus faible, jusqu'à ce que le faisceau soit si ténu que les photons ne se déversent plus en un flot, mais s'écoulent un par un, au compte-gouttes. On peut fabriquer une source lumineuse si faible qu'en moyenne, un seul photon traverse le dispositif, passe la fente et atterrit de l'autre côté avant même que le suivant ne soit émis. Des minutes peuvent s'écouler entre les arrivées. À tout instant donné, il y a exactement un seul grain de lumière quelque part entre la fente et l'écran, et le reste de la pièce est entièrement vide de lumière. Il n'y a rien avec quoi ce photon puisse interférer. Il est seul. Pour capturer où chaque photon solitaire atterrit, nous remplaçons l'écran par un détecteur suffisamment sensible pour enregistrer des photons individuels. Une grille qui s'illumine en un point minuscule chaque fois qu'un grain de lumière arrive. Et puis nous attendons simplement et nous regardons les points s'accumuler un par un, comme les premières gouttes lentes de pluie sur un trottoir sec. Au début, cela ne ressemble à rien. Le premier photon atterrit quelque part et cela semble aléatoire. Un point ici, une longue pause, un point là-bas, apparemment sans lien, une autre pause, un point quelque part ailleurs encore. Si vous n'observiez que la première poignée d'arrivée, vous jureriez qu'il n'y a aucun motif du tout. Juste de la lumière se dispersant sur le mur où bon lui semble. Chaque photon atterrissant à son propre endroit imprévisible. Chaque grain individuel de lumière ne vous donne aucun indice d'ordre. Il arrive comme un seul point à un seul endroit, exactement comme une particule devrait le faire. Mais continuez d'attendre. Laissez les points s'accumuler. 10 photons, puis une centaine, puis un millier, puis des dizaines de milliers, chacun arrivant seul, chacun atterrissant en un seul point imprévisible. Et à mesure que les points s'empilent, quelque chose commence à émerger du hasard apparent. Les points ne tombent pas uniformément. Certaines bandes sur le détecteur collectent de plus en plus de points, devenant denses et serrées, tandis que d'autres bandes restent presque vides, ne captant presque rien. Et si vous laissez l'expérience tourner assez longtemps, l'image qui s'assemble elle-même à partir de milliers d'arrivées individuelles, une par une, apparemment aléatoires, est exactement le même motif de frange en bande. La bande centrale brillante 2 fois plus large que les autres, les bandes latérales qui s'estompent progressivement,
les lignes sombres nettes entre elles. Restez un moment avec l'étrangeté de cela. Chaque photon est passé tout seul. Chacun était un seul grain indivisible, sans rien d'autre dans le dispositif pour le rencontrer ou se mélanger avec lui. Et pourtant, collectivement, ils s'arrangent en un motif d'interférence, arrivant souvent là où les bandes brillantes se trouvent et presque jamais là où se trouvent les bandes sombres. Le motif n'a pas été construit par de nombreux photons se poussant les uns les autres parce qu'il n'y avait jamais qu'un seul photon présent à la fois. Le motif était en quelque sorte inscrit dans le comportement de chaque photon individuel, par lui-même, tout seul. C'est la chose que le récit simple de l'onde ne peut pas porter. Si l'obscurité dans le motif vient d'une onde annulant une autre onde, alors qu'est-ce qui a annulé le photon solitaire aux bandes sombres? Il n'y avait pas d'autre onde, il n'y avait pas d'autre photon. Et pourtant, ce seul grain de lumière savait en quelque sorte éviter les bandes sombres et préférer les brillantes. Il se comportait comme s'il interférait, mais il n'y avait rien d'autre là pour interférer avec lui. La seule chose avec laquelle il lui restait à interférer, c'était, dans un certain sens profond, lui-même. Permettez-moi d'affiner le piège dans lequel l'ancienne image se précipite, parce qu'il vaut la peine de sentir exactement pourquoi les explications évidentes échouent l'une après l'autre. Supposez que vous insistiez pour dire que le photon est réellement une minuscule ondulation étalée, un petit étalement d'onde qui suinte à travers la fente et interfère avec ses propres bords. Cela expliquerait le motif, mais cela ne peut pas survivre à l'arrivée. Parce que quand le photon atterrit, il n'arrive pas étalé sur le détecteur. Il arrive en un seul point unique. Toute son énergie livrée à un seul endroit minuscule, entier et indivis, de la façon dont une cloche frappée sonne en un seul endroit, pas partout à la fois. Une ondulation étalée ne se dépose pas comme un seul point. Donc l'image de l'onde étalée meurt à l'instant de la détection. Supposez au contraire que vous insistiez pour dire que le photon est une simple petite balle qui est passée à travers la fente le long d'une seule ligne définie et a atterri là où cette ligne pointait. Cette image survit magnifiquement à l'arrivée. Une balle, un point. Mais elle ne peut pas survivre à l'accumulation, parce que des balles tirées à travers une fente construisent une seule bande, pas une série de bandes avec de l'obscurité découpée entre elles. Une simple balle ne sait pas éviter les franges sombres, donc l'image de la balle meurt à l'instant où le motif apparaît. Chaque récit simple explique une moitié de ce que vous voyez et est détruit par l'autre moitié. Ce que le photon fait réellement, c'est refuser les deux récits à la fois. Il voyage comme quelque chose d'étalé à travers les possibilités, échantillonnant tout l'espace entre la fente et le mur. C'est pourquoi le motif se forme, et il arrive comme un seul grain indivisible se livrant à un seul point. C'est pourquoi nous pouvons compter les points. Ce n'est pas que nous manquions de l'astuce nécessaire pour décider quelle image est juste. C'est qu'aucune des deux images n'est juste. Et la vérité est une troisième chose que nos mots quotidiens pour ondes et particules n'ont jamais été conçus pour contenir. Pendant longtemps, c'était là que l'histoire s'arrêtait, sur un haussement d'épaule et un paradoxe. Ce que Feynman a offert, c'est un moyen de continuer, un moyen de véritablement calculer le comportement de cette troisième chose. Et cela commence par adopter la posture la plus étrange possible face à la question de savoir où le photon est allé. Remarquez aussi ce que nous ne pouvons pas dire. Nous ne pouvons pas dire que le photon est secrètement une petite onde étalée qui traverse la fente comme une ondulation lisse, parce que quand il arrive comme un seul point, un seul impact localisé sur le détecteur, entier et indivis, exactement comme une particule. Et nous ne pouvons pas dire que c'est une simple particule qui a pris un seul chemin défini à travers la fente comme un caillou lancé, parce qu'un caillou lancé ne construit pas un motif d'interférence. Il est à la fois dénombrable comme une particule et organisé en motif comme une onde, et aucune des deux images seule n'est suffisante. Pendant longtemps, cela a été laissé comme une sorte de slogan inconfortable. La lumière est à la fois une onde et une particule, disaient les gens, et on était censé hocher la tête, accepter le paradoxe et passer à autre chose. Mais un slogan n'est pas une explication. Dire que la lumière est en quelque sorte les deux ne vous dit pas comment un seul photon lâché tout seul décide où atterrir. Cela ne vous permet pas de calculer cette courbe précise de luminosité, le grand pic central et les collines décroissantes. Cela nomme simplement le mystère et vous demande de cesser de le regarder. Ce que nous voulons, ce n'est pas un slogan. Ce que nous voulons, c'est une méthode, un moyen de calculer véritablement où un photon solitaire a des chances d'arriver, qui prend la particule au sérieux en tant que particule et reproduit néanmoins le motif exactement. Nous voulons pouvoir pointer n'importe quel endroit sur cet écran et dire, avec de vrais chiffres, voici la probabilité que le photon atterrisse ici, et que ces chiffres additionnés donnent le motif de frange que nous avons mesuré. Et une telle méthode existe. Elle a été construite par un physicien célèbre pour son refus d'accepter un slogan quand une véritable explication pouvait être trouvée, un homme qui aimait dépouiller le langage mystique et demander franchement « Que se passe-t-il réellement ici ?» Sa réponse fut l'une des idées les plus étranges et les plus belles de toute la physique. Et au premier abord, elle ressemblera moins à une explication qu'à une provocation. Parce que pour expliquer comment un seul photon construit un motif tout seul, il n'a pas donné au photon un seul chemin à travers la fente. Il lui a donné tous les chemins. Richard Feynman avait l'habitude de poser la question la plus évidente et de refuser de s'en laisser détourner.
Face à un seul photon qui construit en quelque sorte un motif d'interférence tout seul, la plupart des gens demandaient quel chemin le photon a pris à travers la fente, puis essayaient d'expliquer le motif en termes de ce seul voyage. Feynman a fait autre chose. Il a suggéré que la question elle-même était l'erreur. Ne demandez pas quel chemin le photon a pris, a-t-il dit. Cette question n'a pas de réponse, et en chercher une, c'est ce qui vous piège. Posez une autre question, une question à laquelle vous pouvez véritablement répondre. Étant donné qu'un photon démarre ici et est détecté là-bas, quelle est la probabilité qu'il fasse ce trajet? Ce changement semble minime, mais il change tout. Dans notre monde ordinaire, si vous lancez une balle d'un point à un autre, il y a un fait objectif concernant le chemin qu'elle a suivi. La balle avait une position à chaque instant. Vous pourriez la filmer. Dans l'approche de Feynman du monde quantique, vous cessez de supposer qu'un tel fait existe. Vous cessez de prétendre que le photon a une seule histoire secrète que vous n'avez simplement pas réussi à observer. Au lieu de cela, vous ne posez de questions que sur le début et la fin, le point A où le photon est né et le point B où il est capturé. Et vous construisez un moyen de calculer la probabilité de ce voyage. Et voici comment il proposa de le calculer. Et c'est l'idée qui sonnera soit absurde, soit magnifique. Et j'espère qu'à la fin, elle sonnera comme les deux à la fois. Pour trouver la probabilité qu'un photon voyage de A à B, Feynman a dit « Vous devez considérer tous les chemins possibles entre eux. Pas le droit, pas le plus probable. Tous sans exception. Le chemin droit de A à B, oui, mais aussi le chemin qui fait un large crochet vers la gauche, et celui qui boucle loin vers la droite, et celui qui erre vers le haut jusqu'au plafond avant de redescendre, et celui qui prend une courbe paresseuse, et celui qui zigzague. Chaque route concevable que le photon pourrait prendre, aussi ridicule soit-elle, est incluse. Chacune d'entre elles contribue à la réponse. Je veux être clair. Ceci n'est pas une figure de style. Feynman ne disait pas imaginer comme si le photon pouvait prendre plusieurs chemins. Il disait que pour obtenir la bonne réponse, la réponse correcte qui correspond à chaque expérience jamais réalisée, vous devez additionner une contribution de chaque chemin, comme si le photon avait véritablement exploré tous ces chemins à la fois, en route de la fente vers l'écran. Le photon ne choisit pas. Il ne sélectionne pas la route censée pour rejeter le reste. Dans les mathématiques, toutes les routes sont présentes. Toutes les routes comptent, et le comportement final est ce que vous obtenez quand vous les additionnez toutes ensemble. Disons-le clairement, parce que nous allons revenir à cette phrase encore et encore. La lumière emprunte tous les chemins et seul l'accord survit. Chaque route est prise. Ce que nous voyons finalement sur le mur n'est pas un seul voyage, mais la somme de tous les voyages. Et comme nous allons le découvrir, la plupart de ces voyages s'effacent tranquillement les uns les autres, ne laissant derrière eux que les endroits où ils s'accordent. Retenez cette phrase. C'est la colonne vertébrale de tout ce qui suit. Il vaut la peine de s'arrêter sur tout ce que cela vous demande d'abandonner. Parce que la taille du sacrifice est la taille de la compréhension qu'il rend possible. Chaque explication du mouvement que vous avez jamais accepté repose sur l'hypothèse silencieuse qu'une chose en mouvement a un emplacement à chaque instant. Un lieu défini traçant une ligne définie à travers l'espace à mesure que le temps passe. Cette hypothèse semble moins comme une théorie et plus comme une condition préalable pour penser du tout. Et Feynman vous demande de la poser sur la table. Non pas parce qu'il est difficile, mais parce que s'y accrocher est ce qui rend le photon unique impossible à comprendre. Au moment où vous exigez que le photon ait eu un seul chemin réel que vous n'avez simplement pas vu, vous êtes coincé parce que aucun chemin unique ne peut produire un motif d'interférence. C'est seulement en relâchant cette exigence, seulement en refusant d'accorder au photon une seule histoire secrète, que le calcul devient possible. L'étrangeté n'est pas un ornement. C'est le prix d'entrée. Et la théorie le paie honnêtement. Et je veux prévenir une méprise naturelle, parce que les gens entendent souvent tous les chemins possibles et le dégradent silencieusement en quelque chose de plus sage, comme si le photon vacillait probablement un peu autour de la ligne droite. Ce n'est pas ce qui est affirmé. L'affirmation est véritablement chaque chemin, le droit est celui qui fait un détour par la Lune et revient. Celui qui spirale, celui qui recule avant d'avancer. Dans la version honnête de la théorie, tous sont dans la somme. Chaque route qui commence à la fente et finit au point choisi, peu importe sa longueur ou son absurdité, chacune contribuant sa part. La plupart d'entre elles, comme nous le verrons, contribuent des parts qui s'annulent les unes contre les autres et ne laissent aucune trace, ce qui est exactement pourquoi le monde ne semble pas dément. Mais elles sont toutes là, présentes dans le calcul. Le photon ne choisit pas l'option la moins folle. Il fait tout, absolument tout. Et la sanité du résultat est quelque chose que les flèches produisent au bout du compte, pas quelque chose que le photon a supposé d'avance. Maintenant, votre première objection est la bonne, et elle mérite d'être dite à voix haute. Si le photon emprunte tous les chemins, y compris les absurdes qui bouclent autour de la pièce, alors pourquoi la lumière dans la vie ordinaire voyage-t-elle si manifestement en ligne droite? Pourquoi un pointeur laser fait-il un faisceau droit? Pourquoi le bord d'une ombre semble-t-il net? Si la lumière errait vraiment sur chaque route possible, le monde devrait être un flou généralisé, et il ne l'est manifestement pas. C'est exactement la bonne chose dont il faut s'inquiéter, et la réponse est la partie la plus satisfaisante de toute l'idée. Mais nous ne pouvons pas y arriver tout de suite.
Parce que d'abord, nous devons comprendre ce que signifie pour un chemin de contribuer et comment on additionne des chemins ensemble. Un chemin n'est pas juste une ligne sur une carte. Chaque chemin porte quelque chose avec lui, un petit élément de comptabilité quantique. Et pour additionner les chemins, nous devons comprendre ce qu'est ce quelque chose. Parce que si chaque chemin ajoutait simplement sa luminosité à celle de chaque autre chemin, alors plus de chemins signifierait toujours plus de lumière et tout serait uniformément brillant et il n'y aurait pas de bande sombre du tout. Les bandes sombres sont l'indice crucial. D'une certaine manière, ajouter plus de chemins doit parfois produire moins de lumière, voire rien du tout. D'une certaine manière, les contributions de différents chemins doivent pouvoir s'annuler, se soustraire, s'effacer mutuellement. Et un simple nombre, une simple quantité de luminosité ne peut pas faire cela, parce que la luminosité ne fait que s'additionner. On a besoin de quelque chose qui peut pointer dans différentes directions, quelque chose qui peut faire face dans un sens pour un chemin et dans le sens opposé pour un autre, de sorte que lorsque vous les combinez, ils puissent soit se renforcer, soit s'annuler. Le génie de Feynman fut de donner à chaque chemin exactement une telle chose, non pas un nombre, mais une petite flèche, un minuscule pointeur avec une direction que chaque chemin transporte avec lui de A à B. Et quand vous combinez les chemins, vous n'additionnez pas simplement leur grandeur, vous additionnez leurs flèches en tenant compte de leur direction. Des flèches qui pointent dans le même sens se renforcent. Des flèches qui pointent dans des directions opposées s'annulent. Et avec ce seul geste, avec la décision d'attacher une flèche porteuse de direction à chaque chemin, la porte s'ouvre sur un motif qui possède à la fois de la luminosité et de l'obscurité, à la fois des endroits où la lumière s'accumule et des endroits où elle disparaît. Alors la question devient, qu'est-ce qui fixe la direction de la petite flèche pour chaque chemin? Pourquoi la flèche d'un chemin pointerait-elle vers le nord et celle d'un autre vers le sud? La règle que Feynman a donnée est simple, presque enfantinement simple, et c'est là que nous nous tournons maintenant. Parce qu'une fois que vous voyez comment chaque chemin fait tourner sa petite flèche, le motif de frange entier n'est plus qu'une question de les additionner. Sur chaque chemin que le photon pourrait emprunter, imaginez une minuscule horloge. Pas une horloge qui donne l'heure de la journée, mais une horloge avec une seule aiguille, une flèche tournant régulièrement autour de son cadran. C'est la petite flèche de Feynman, et l'image d'une horloge qui tourne est celle qu'il utilisait lui-même quand il expliquait cela à un public ordinaire, parce qu'elle est exactement juste et ne cache rien. Chaque chemin possible de A à B porte une de ces petites horloges, et l'aiguille de l'horloge tourne sans cesse à un rythme régulier pendant que le photon voyage le long de ce chemin. Voici la règle pour la rotation. L'aiguille de l'horloge tourne à un rythme fixe déterminé par la couleur de la lumière. Chaque couleur de lumière a une fréquence, un rythme d'oscillation, et la petite horloge tourne à cette fréquence. La lumière rouge a une fréquence plus basse, donc son horloge tourne un peu plus lentement. La lumière bleue a une fréquence plus élevée, donc son horloge tourne plus vite. Pour une couleur donnée, cependant, le rythme est fixe et identique sur chaque chemin. Ce qui diffère d'un chemin à l'autre, ce n'est pas la vitesse à laquelle l'horloge tourne, mais pendant combien de temps elle tourne. Et c'est tout le secret, parce qu'un chemin plus long prend plus de temps à parcourir. Si le photon est imaginé se déplaçant le long de chaque chemin à la vitesse de la lumière, alors un chemin qui fait un large crochet et couvre plus de distance prend plus longtemps qu'un chemin qui va presque tout droit. Et plus le trajet dure longtemps, plus l'aiguille de la petite horloge fait de tours avant que le photon n'arrive en B. Donc quand le photon atteint la fin d'un chemin court, l'aiguille de son horloge s'est enroulée jusqu'à un angle particulier. Et quand le photon atteint la fin d'un chemin plus long, son horloge a tourné davantage et son aiguille pointe dans une direction différente. Même vitesse de rotation, différents temps de trajet, et donc différentes directions finales pour l'aiguille, chemin par chemin. Cette direction finale de l'aiguille, la façon dont la flèche de l'horloge pointe au moment où le photon arrive en B, c'est la petite flèche dont nous parlions. C'est le pointeur porteur de direction que chaque chemin contribue. Un chemin dont l'horloge se retrouve avec l'aiguille pointant vers le haut vous donne une flèche vers le haut. Un chemin dont l'horloge se retrouve avec l'aiguille pointant vers le bas vous donne une flèche vers le bas. L'horloge est simplement le mécanisme qui décide dans quel sens la flèche de chaque chemin finit par pointer. Et la chose qui le décide est simplement la longueur du chemin, traduite en distance parcourue par l'aiguille pendant le temps disponible. Laissez-moi vous placer à l'intérieur un instant, parce que c'est une de ces idées qui vit mieux dans le corps que dans l'abstrait. Imaginez que vous rétrécissez jusqu'à devenir le photon à l'embouchure de la fente, mais vous ne partez pas par une seule route. Vous partez par tout à la fois, une gerbe entière de vous-même. Une version de vous partant sur chaque chemin possible vers le mur du fond. Et chaque version de vous porte la même petite horloge, son aiguille tournant au même rythme régulier, tic-tacant pendant que vous voyagez. La version de vous sur la route courte, presque droite, arrive vite et votre horloge n'a tourné que d'un certain angle. La version de vous sur la route qui a fait un large crochet arrive plus tard, et cette horloge a tourné davantage, son aiguille pointant dans une toute autre direction. Quand chaque version de vous atterrit sur le mur, vous gelez votre horloge et brandissez son aiguille, montrant la direction dans laquelle elle a fini.
Des milliers de versions de vous, des milliers de petites horloges, chacune figée à l'angle que son propre voyage lui a valu. Pas un seul voyageur choisissant une route, mais une gerbe de voyageurs, chacun portant la même montre patiente en rotation, arrivant avec leurs aiguilles pointant dans toutes les directions imaginables. Permettez-moi de rendre le rythme de rotation concret, parce que la connexion avec la couleur est plus qu'un simple détail. C'est la raison entière pour laquelle différentes couleurs de lumière se comportent différemment. La lumière visible oscille à un rythme si rapide qu'il défie la crédulité. Quelque chose comme des centaines de milliers de milliards de cycles chaque seconde. Et chaque couleur se situe à son propre rythme dans cette plage. La lumière rouge, à l'extrémité lente de la bande visible, a son horloge qui tourne à un certain rythme. La lumière violette, à l'extrémité rapide, a son horloge qui tourne presque 2 fois plus vite, et les couleurs intermédiaires tournent à leur propre rythme régulier dans l'ordre. Ce n'est pas un rythme que nous avons choisi par commodité. C'est la fréquence réelle de la lumière, la fréquence physique. Le même nombre qui décide de sa couleur pour votre œil. Donc la petite horloge n'est pas un gadget inventé planant au-dessus de la physique. Son aiguille tourne à la fréquence exacte de la lumière à laquelle elle appartient. Et c'est pourquoi, plus tard, la même construction s'expliquera tranquillement pourquoi la lumière bleue se courbe et s'étale de quantités différentes de la rouge. La couleur que vous voyez et la vitesse à laquelle l'horloge tourne sont un seul et même fait. Gardez en tête à quel point les ingrédients sont ordinaires, parce que c'est une partie de ce qui rend l'idée si magnifique. Il n'y a pas de machinerie exotique ici, pas de dimension cachée, pas de force mystique. Il y a un temps de trajet, qui n'est rien d'autre que la distance divisée par la vitesse, la même arithmétique que vous utilisez pour planifier un trajet en voiture. Il y a un rythme de rotation, qui n'est rien d'autre que la couleur de la lumière. Et il y a une direction finale pour une petite flèche, qui n'est rien d'autre que la distance parcourue par une aiguille qui tourne régulièrement dans le temps disponible. Quiconque sait lire un cadran d'horloge et diviser une distance par une vitesse tient déjà chaque pièce du puzzle entre ses mains. Ce qui rend la chose étrange, ce ne sont pas les pièces, mais l'instruction de les appliquer à chaque chemin simultanément, puis d'additionner les résultats. Et c'est cette addition, cette combinaison de toutes les petites flèches en une seule, que nous devons comprendre maintenant, parce que c'est là que la luminosité et l'obscurité sont véritablement décidées. Rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit encore, parce qu'une seule flèche prise isolément ne vous dit rien sur la luminosité. Tout l'intérêt d'attacher une flèche à chaque chemin est ce qui se passe quand vous rassemblez les flèches ensemble. Quand vous prenez l'aiguille de l'horloge du chemin droit et l'aiguille de l'horloge du chemin large et les aiguilles de tous les chemins intermédiaires et que vous les combinez en une seule réponse, cette étape de combinaison est l'endroit précis où la luminosité et l'obscurité sont véritablement décidées, où la gerbe de petites horloges devient un point de lumière ou une ligne d'ombre. Mais déjà vous pouvez sentir la forme de la résolution de notre inquiétude précédente. Si deux chemins ont presque la même longueur, leurs horloges tournent pendant presque le même temps et leurs aiguilles finissent par pointer dans presque la même direction, et deux flèches pointant dans le même sens se renforcent mutuellement. Mais si deux chemins ont des longueurs très différentes, leurs horloges finissent par pointer dans des directions très différentes, et des flèches pointant dans des directions opposées se combattent et s'annulent. Donc le fait qu'un ensemble de chemins construisent de la luminosité ou s'annulent en obscurité dépend entièrement de savoir si leurs petites horloges finissent en accord ou en conflit. Et c'est tranquillement là que notre phrase commence à prouver sa valeur. Chaque chemin est emprunté, mais seuls ceux dont les horloges s'accordent survivront à l'addition. Ce que nous avons encore à faire, c'est apprendre exactement comment additionner ces aiguilles d'horloge et voir ce que l'addition révèle. La manière de combiner les petites aiguilles d'horloge est si simple qu'on pourrait l'enseigner à un enfant avec un crayon. Vous prenez la flèche du premier chemin et vous la dessinez. Puis vous prenez la flèche du deuxième chemin et au lieu de la dessiner depuis le même point de départ, vous la dessinez en commençant par la pointe de la première flèche. Puis vous prenez la troisième flèche et vous la dessinez en commençant par la pointe de la deuxième. Et ainsi de suite, flèche après flèche, chacune commençant là où la dernière s'est terminée, disposée pointe à queue, comme une chaîne de petits pointeurs, chacun pointant dans la direction que l'horloge de son propre chemin a fini par indiquer. Vous marchez pas à pas, chaque pas dans la direction indiquée par l'aiguille de l'horloge de ce chemin. Chaque pas de la longueur de cette flèche. Quand vous avez posé chaque flèche de chaque chemin, l'une après l'autre, vous serez arrivé quelque part. Et maintenant, vous tracez une dernière flèche, la flèche importante, tout droit depuis l'endroit où vous avez commencé la chaîne entière, la queue de la toute première flèche, jusqu'à l'endroit où vous avez fini, la pointe de la toute dernière. Cette flèche finale, qui traverse toute la chaîne sinueuse du début à la fin, s'appelle la résultante. C'est la somme de toutes les petites flèches, la flèche unique qui représente la contribution combinée de chaque chemin à la fois. Et voici la conclusion, la règle qui relie tout ce tracé abstrait de flèches à quelque chose que vous pouvez mesurer sur un mur. La probabilité que le photon atterrisse effectivement à ce point de l'écran est proportionnelle au carré de la longueur de la flèche résultante. Pas la longueur elle-même,
la longueur multipliée par elle-même. Si la résultante est longue, le photon est très susceptible d'atterrir là, et cet endroit est brillant. Si la résultante est courte, le photon est peu susceptible d'atterrir là, et cet endroit est faible. Et si la résultante n'a aucune longueur du tout, si la chaîne de flèches a erré en cercle et est revenue exactement à son point de départ de sorte que le début et la fin sont le même point, alors la probabilité est 0 et cet endroit est parfaitement sombre. Ressentons ce que cette règle peut faire parce qu'elle est plus puissante qu'elle n'en a l'air. Supposons que toutes les flèches de la chaîne pointent à peu près dans la même direction. Alors les disposés pointe à queue revient à faire de nombreux pas tous dans le même sens, et vous marchez loin de votre point de départ. La résultante est longue, son carré est grand et l'endroit est brillant. C'est la combinaison constructive, des flèches en accord, et cela produit de la lumière. Maintenant, supposons que les flèches pointent dans des directions très différentes, dans tous les sens. Certaines vers le haut, certaines vers le bas, certaines à gauche, certaines à droite. Alors les disposés pointe à queue revient à faire une marche d'ivrogne. Un pas par ici, le suivant par là, faisant demi-tour, déviant. Et après tous ces pas, vous finissez pas très loin d'où vous avez commencé parce que les pas n'ont cessé de s'annuler les uns les autres. La chaîne s'enroule sur elle-même et la résultante tracée du début à la fin est courte. Son carré est petit et l'endroit est faible. Dans le cas le plus extrême, la chaîne de flèches s'enroule tout le tour en une boucle parfaitement fermée. La pointe de la dernière flèche atterrissant exactement sur la queue de la première, et alors la résultante a une longueur nulle et l'endroit est totalement sombre. C'est la combinaison destructive, des flèches en conflit, et cela produit de l'ombre. C'est le mécanisme qui permet qu'ajouter plus de chemins produise moins de lumière. Cela semble impossible de prime abord qu'ajouter une contribution supplémentaire puisse jamais réduire le total, mais avec des flèches, c'est facile. Ajouter une flèche qui pointe en arrière contre la chaîne et la résultante raccourcie, elle ne s'allonge pas. L'obscurité dans notre motif de frange, ces lignes nettes où aucune lumière n'atterrit, n'est pas l'absence de chemin. C'est la présence de nombreux chemins dont les flèches, additionnées, s'enroulent et s'annulent jusqu'à strictement zéro. Le photon aurait pu aller vers cet endroit sombre par d'innombrables routes, mais les routes sont en désaccord si complet que, additionnées, elles s'effacent mutuellement. Chaque chemin a été emprunté. Aucun n'a survécu à l'épreuve de l'accord. Permettez-moi de vous montrer l'idée en miniature avec juste quelques chemins, afin que le comportement général devienne visible. Imaginez que nous prenions seulement 3 chemins entre A et B, et supposons que par hasard, leurs 3 horloges finissent par pointer dans 3 directions différentes. Nous disposons les 3 petites flèches pointe à queue, et nous traçons la résultante à travers elle. Elle a une certaine longueur modeste, et son carré nous donne une certaine probabilité modeste. Très bien. Maintenant, imaginons 2 situations bien différentes. Dans la première, nous choisissons 10 chemins qui courbent tous doucement et qui ont tous à peu près la même longueur. Donc leurs 10 horloges finissent toutes par pointer dans presque la même direction. Disposées pointe à queue, ces 10 flèches marchent presque en ligne droite et la résultante est longue. Dans la seconde situation, nous choisissons 10 chemins qui courbent sauvagement et diffèrent grandement en longueur. Donc leurs 10 horloges finissent par pointer dans toutes les directions imaginables. Disposées pointe à queue, ces 10 flèches trébuchent en un cercle approximatif et la résultante est courte, à peine plus longue qu'une seule flèche. La leçon saute aux yeux. Ce n'est pas le nombre de chemins qui décide si un endroit est brillant, c'est l'accord entre leurs flèches. 10 chemins dont les horloges s'accordent font une résultante longue et un endroit brillant. 10 chemins dont les horloges sont en désaccord font une résultante courte et un endroit faible, même s'il y a exactement le même nombre de chemins dans les deux cas. La luminosité, c'est l'accord. L'obscurité, c'est le désaccord. Et le fait que les flèches s'accordent ou non remonte directement au fait que les chemins aient des longueurs similaires, parce que des longueurs similaires signifient des temps de trajet similaires, ce qui signifie des horloges qui finissent dans des directions similaires. Nous avons maintenant, en principe, une recette complète pour trouver à quel point chaque endroit de l'écran est brillant. Prendre chaque chemin de la fente à ce point, faire tourner l'horloge de chaque chemin selon sa longueur. Disposer toutes les flèches résultantes pointe à queue. Tracer la résultante et en prendre le carré de la longueur. Faire cela pour chaque point de l'écran, et vous aurez la courbe entière de luminosité. C'est une recette étrange impliquant un nombre illimité de voyages imaginaires et un essaim d'horloges tournantes. Mais c'est une vraie recette et elle donne de vrais chiffres. Permettez-moi de m'attarder sur l'étape du carré un instant, parce qu'il est facile de passer dessus trop vite et elle fait quelque chose d'important. Pourquoi prendre le carré de la longueur de la résultante plutôt que simplement utiliser la longueur elle-même? La réponse honnête est que c'est la règle que la mécanique quantique nous impose, testée contre l'expérience pendant un siècle et jamais prise en défaut une seule fois. La flèche que vous construisez en additionnant n'est pas elle-même la probabilité. C'est une sorte de grandeur intermédiaire et la probabilité de l'événement est le carré de sa longueur. La flèche peut pointer dans n'importe quelle direction et sa direction compte énormément pendant que vous additionnez les flèches, parce que la direction est ce qui leur permet de se renforcer ou de s'annuler.
Mais une fois la sommation terminée et que vous voulez une chance réelle que le photon atterrisse, quelque part, la direction de la résultante finale n'importe plus, seule sa longueur importe, et vous mettez cette longueur au carré pour obtenir la probabilité. La direction gouverne le milieu du calcul et disparaît de sa fin. C'est pourquoi deux endroits avec des résultantes de même longueur sont également brillants, quelle que soit la direction dans laquelle leur flèche finale pointe. Et c'est pourquoi un endroit peut être sombre, non pas parce qu'aucune flèche ne l'a atteint, mais parce que les flèches qui l'ont atteint se sont additionnées en une résultante de longueur strictement nulle. Il y a une petite conséquence satisfaisante qui mérite d'être nommée. Parce que nous prenons le carré de la résultante, doubler la longueur de la résultante ne double pas la luminosité, elle la quadruple. Et réduire la résultante de moitié ne réduit pas la luminosité de moitié, elle la divise par 4. La luminosité répond de manière abrupte au degré d'accord des flèches. Une amélioration modeste de l'accord, une résultante un peu plus longue, produit un endroit disproportionnellement plus brillant, et une dégradation modeste de l'accord produit un endroit disproportionnellement plus sombre. Cette abruptité fait partie de la raison pour laquelle le motif de frange présente des bandes si nettes et si bien définies plutôt qu'un dégradé progressif. Pourquoi les franges brillantes sont si éclatantes et les franges sombres si définitives? Le passage au carré affine le contraste, prenant le gonflement et le rétrécissement régulier de la résultante et les transformant en rayures vives et tranchées. Mais cela ressemble aussi en ce moment à une quantité de travail impossible. Et pire, cela semble devoir donner du non-sens, parce que nous n'avons toujours pas répondu à l'objection lancinante. Si le photon emprunte véritablement chaque chemin, y compris les fous qui bouclent autour de la pièce, alors ces chemins fous ont aussi leurs flèches dans la chaîne, et il semble que le tout devrait se dissoudre en bruit pur. Pourquoi quelque chose de net et de précis survit-il du tout? Pourquoi la lumière finit-elle par se comporter comme si elle allait presque tout droit? Pour répondre à cela, nous devons regarder de près ce que les chemins fous font réellement quand vous les additionnez. Et la réponse est le tournant silencieux de toute cette histoire. Prenez d'abord les chemins les plus extravagants, ceux que votre intuition veut rejeter d'emblée, et observez ce qui leur arrive quand vous additionnez leurs flèches. Considérez toute une famille de chemins qui s'éloignent loin de la ligne droite, bouclant et courbant dans tout l'espace entre A et B. Parce qu'ils errent si différemment, leurs longueurs sont dispersées dans tous les sens. L'un est un peu plus long, le suivant beaucoup plus long, chacun couvrant une distance follement différente. Et puisque la longueur d'un chemin décide combien de temps son horloge tourne, ces chemins errants ont des horloges qui finissent par pointer dans des directions totalement différentes. L'une a cet angle, la suivante a un angle complètement différent, sans aucun rapport entre voisines. Quand vous disposez leurs flèches pointe à queue, vous obtenez cette marche d'ivrogne titubante. Des flèches qui se précipitent dans toutes les directions, la chaîne qui s'enroule sur elle-même. La résultante à travers une telle famille de chemins extravagants et minuscules. Ils s'annulent les uns les autres presque parfaitement. Pour chaque chemin errant qui pousse la chaîne dans un sens, il en existe un autre, juste légèrement différent, dont l'horloge a fini par pointer presque dans le sens opposé, la repoussant en arrière. Additionnés ensemble, les chemins extravagants ne contribuent presque à rien du tout. Maintenant, considérez les chemins qui restent proches de la ligne droite, les routes presque directes. Ici, quelque chose de complètement différent se produit. Parce que ces chemins sont tous proches du droit, leurs longueurs sont toutes très proches les unes des autres. Et voici le point subtil et crucial qui fait tout basculer. Près du chemin le plus droit, changer légèrement le chemin change à peine sa longueur du tout. Réfléchissez-y un instant. Si vous prenez la route la plus courte entre deux points et que vous la déplacez légèrement sur le côté, la nouvelle route n'est qu'un poil plus longue. Parce que près du minimum, de petits changements dans le chemin ne produisent que de minuscules changements de longueur. C'est une propriété mathématique fondamentale. Au voisinage d'un extrémum, la courbe est plate. Donc tous les chemins presque droits ont des longueurs presque identiques, ce qui signifie que leurs horloges tournent pendant des temps presque identiques, ce qui signifie que leurs petites flèches finissent toutes par pointer dans presque la même direction. Et des flèches pointant dans la même direction, disposées pointe à queue, marchent en une ligne presque droite, construisant une longue résultante. Les chemins presque droits se renforcent mutuellement. Ils sont en accord profond les uns avec les autres. Donc quand vous additionnez chaque chemin, extravagant et droit confondus, les extravagants s'annulent mutuellement en insignifiance, et les presque droits s'empilent en une forte résultante. La réponse finale est dominée de manière écrasante par le petit faisceau de chemins regroupés autour de la ligne droite. Ce n'est pas que le photon était interdit d'emprunter les chemins extravagants. Il les a tous empruntés, sans exception. C'est que les chemins extravagants, additionnés ensemble, se sont effacés eux-mêmes, tandis que les droits ont survécu intacts. Et l'effet ne fait que s'accentuer à mesure que vous incluez plus de chemins. Ajoutez de plus en plus de chemins errants et ils s'annulent de plus en plus complètement, tandis que le faisceau presque droit continue de tenir bon. De manière contre-intuitive, considérer plus de chemins ne transforme pas la réponse en bouillie informe.
Cela l'affine, parce que les chemins supplémentaires sont presque tous des annulateurs. Voilà notre réponse à l'objection qui nous suit depuis le tout début. La lumière semble voyager en ligne droite dans la vie ordinaire, non pas parce qu'il lui est interdit d'errer, mais parce que toutes ces errances s'annulent mutuellement, et seul le faisceau droit reste debout. Le bord net d'une ombre, le faisceau propre d'un pointeur laser, le rayon rectiligne de lumière solaire à travers un interstice dans les rideaux. Tout cela est le résidu d'une annulation colossale. Sous la ligne droite bien rangée, la lumière va partout, absolument partout, et le partout est en train de s'effacer lui-même tranquillement, sauf le long de la route que nous appelons droite. C'est ce qui nous permet à partir de maintenant de ne garder que les chemins presque droits dans nos calculs et de rejeter les extravagants sans scrupules. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que nous savons déjà qu'ils ne donnent rien quand on les additionne. Garder les chemins en ligne droite n'est pas de la triche. C'est nous qui faisons sur le papier ce que les flèches ont déjà fait d'elles-mêmes dans la réalité physique. Je veux m'arrêter ici un instant, parce que c'est le moment où un morceau du monde change silencieusement de forme et il mérite un temps de respiration. La ligne droite vous a toujours semblé être le chemin évident, le vrai chemin, celui que la lumière emprunte réellement. Chaque instinct que vous avez sur le mouvement est bâti sur l'idée qu'une chose va d'ici à là le long d'une seule route définie, la route sensée, la route directe. Et ce que les flèches de Feynman vous disent, c'est que la nature ne fonctionne pas ainsi en dessous. La nature ne sélectionne pas la route sensée à l'avance pour envoyer le photon dessus. La nature emprunte toutes les routes, absolument toutes, les sensées et les absurdes ensemble, et les laisse interférer. La ligne droite n'est pas choisie, c'est ce qui reste quand tout le reste s'annule. Le chemin ordonné à voie unique auquel vous croyez n'est pas la vérité sous le motif. C'est le survivant d'un partout inimaginable. Le seul faisceau de trajets qui se sont trouvés ne pas s'effacer eux-mêmes. Le photon n'a pas marché en ligne droite vers le mur. Il a exploré l'espace entier entre les deux, et la ligne n'est que l'endroit où l'exploration a échoué à s'annuler. Laissez cela se déposer en vous, parce que cela ne reste pas poliment à l'intérieur de la physique de la lumière. C'est une déclaration sur la manière dont le monde défini, fiable, à voie unique dans lequel vous vivez pourrait être assemblé en dessous à partir d'une multiplicité impensable qui s'efface en majeure partie avant que vous ne la voyiez jamais. Le faisceau calme et droit est une sorte d'illusion de simplicité. Et la simplicité n'est pas exactement un mensonge, mais c'est un résidu, un reste, la fine trace survivante d'une somme portant sur absolument tout. Pensez à ce sur quoi votre certitude dans la ligne droite était véritablement construite. Elle était construite sur l'observation de choses à l'échelle humaine, où l'annulation est si complète que vous n'avez jamais une seule fois pris la nature en flagrant délit d'emprunter les autres chemins. Chaque balle que vous avez jamais lancée, chaque pierre qui est jamais tombée, chaque faisceau de lumière que vous avez jamais suivi du regard est arrivé exactement là où le seul chemin classique, droit ou courbe, disait qu'il arriverait, sans aucun signe visible des innombrables autres routes. Et de cette vie entière de preuves accumulées, vous avez tiré la conclusion raisonnable que le chemin classique est simplement ce qui se passe, le seul mouvement réel. Vous n'étiez pas stupide. Vous lisiez la surface du monde avec précision. C'est seulement que la surface est le résidu, et le résidu est si propre, si net, si totalement libre des errances annulées, qu'il ressemble à l'histoire complète plutôt qu'au reste d'une histoire bien plus vaste. Votre intuition n'avait pas tort sur ce qu'elle voyait. Elle avait tort uniquement sur ce qui se trouvait en dessous de ce qu'elle voyait. Et c'est la raison silencieuse pour laquelle l'expérience de la fente compte tant. De toutes les façons de démontrer le comportement quantique, c'est un endroit où l'annulation n'est pas tout à fait complète, où le faisceau survivant de chemin est assez large pour que ses bords se montrent. La fente est assez étroite, la lumière assez délicate, pour que les chemins errants ne s'effacent pas parfaitement. Et ce qui filtre au travers, c'est le motif en bande, l'empreinte visible de tous les chemins qui se sont presque annulés, mais pas tout à fait. Vous ne regardez pas une lumière spéciale et exotique qui se comporte différemment de la lumière ordinaire. Vous regardez de la lumière ordinaire dans une situation conçue pour que le partout, normalement caché sous un résidu impeccable, soit autorisé à laisser une marque que vous pouvez photographier. Le mur de bande brillante et sombre est la somme sur tous les chemins, prise au seul endroit où elle a oublié de se cacher. Nous comprenons maintenant en images pourquoi le motif se forme et pourquoi le comportement en ligne droite émerge d'une somme sur tous les chemins. Mais les images ne peuvent nous mener que jusqu'à un certain point. Et Feynman ne s'est pas arrêté aux images. Il a transformé cela en véritable mathématique, un calcul court et honnête qui prend les horloges tournantes et produit sur papier la courbe exacte de luminosité que nous avons mesurée, grand pic central et colline décroissante inclus. Et avant de faire cette arithmétique, nous devrions retourner à la fente elle-même et regarder les flèches construire le motif réel de frange point par point à travers l'écran, afin que quand les équations arriveront, nous sachions déjà dans nos os ce qu'elles vont dire. Revenons à la fente et faisons le tout proprement, point par point à travers l'écran, et regardons le motif de frange se dessiner à partir de rien d'autre que des horloges tournantes. Nous gardons maintenant seulement les chemins presque droits parce que nous en avons gagné le droit. Donc imaginez la fente, une ouverture étroite,
Et imaginez des chemins en ligne droite partant de chaque point à travers la largeur de cette ouverture, du tout premier bord supérieur, du milieu, du bord inférieur, et de partout entre les deux, tous se dirigeant vers un point choisi sur l'écran. Pour simplifier, imaginons que nous suivions seulement 10 de ces chemins. 10 lignes droites couvrant la fente, toutes visant le même point d'atterrissage. Chacun de ces 10 chemins a une longueur légèrement différente parce que chacun part d'une hauteur légèrement différente dans la fente. Et donc l'horloge de chacun finit par pointer dans une direction légèrement différente. 10 chemins, 10 horloges, 10 flèches. Maintenant, choisissons notre point d'atterrissage en plein centre de l'écran, droit devant la fente. Pensez aux 10 longueurs de chemin pour ce point central. Parce que le centre est directement en face de la fente, les 10 chemins à travers la fente vers ce point central ont tous à très peu près la même longueur. Le chemin depuis le haut de la fente et le chemin depuis le bas de la fente atteignent le centre par des trajets qui ne diffèrent que très légèrement. Des longueurs similaires signifient des temps d'horloge similaires, ce qui signifie des flèches qui finissent toutes par pointer dans presque la même direction. Nous disposons ces 10 flèches presque alignées, pointe à queue, et elles marchent presque en ligne droite, et la résultante est longue. Mise au carré, elle donne une probabilité élevée. Le centre de l'écran est brillant. Voilà notre bande centrale. Maintenant, glissons notre point d'atterrissage loin du centre, vers le côté. Observez ce qui arrive aux 10 longueurs de chemin. À mesure que le point cible se déplace sur le côté, le chemin depuis le bord proche de la fente raccourcie et le chemin depuis le bord éloigné s'allonge, et la dispersion des longueurs de chemin à travers la fente grandit. Une dispersion plus large de longueur signifie une dispersion plus large des temps d'horloge, ce qui signifie que les 10 flèches finissent par pointer dans un éventail de directions différentes, au lieu d'être toutes ensemble. Nous les disposons pointe à queue et la chaîne commence à s'incurver, et la résultante tracée à travers la courbe est plus courte qu'au centre, l'endroit est plus faible. Glissez un peu plus loin et l'éventail de direction s'élargit encore. La chaîne s'enroule plus serrée et la résultante se rétrécit encore davantage. Continuez à glisser et vous atteignez un endroit très particulier où quelque chose de net se produit. À une certaine distance du centre, la dispersion des longueurs de chemin est juste ce qu'il faut pour que les 10 flèches s'éventaillent sur un tour complet et que la chaîne de flèches s'enroule tout le tour en une boucle fermée. La pointe de la dernière flèche rejoignant la queue de la première. Quand cela arrive, la résultante a une longueur nulle parce que vous avez fini exactement là où vous avez commencé. La probabilité est 0. La lumière disparaît complètement. C'est la première bande sombre et elle a été fabriquée non pas par une absence de chemin, mais par 10 flèches s'enroulant en un cercle parfait et s'annulant mutuellement jusqu'à 0. Glissez au-delà de cette bande sombre et les flèches commencent à revenir en accord partiel, la chaîne s'ouvrant de nouveau, la résultante reprenant une certaine longueur modeste, et vous obtenez une bande brillante plus petite et plus faible. Glissez encore et les flèches s'enroulent au-delà d'un tour complet, bouclant en une boucle et un peu plus, et la résultante s'effondre de nouveau, donnant une autre bande sombre. Et ainsi de suite vers l'extérieur à travers l'écran. La résultante gonflant et rétrécissant tandis que les flèches entrent et sortent de l'accord, peignant bande brillante, bande sombre, bande brillante plus faible, bande sombre. Exactement le motif de frange que nous nous étions proposé d'expliquer. Permettez-moi de vous placer à l'écran pour cela, parce que cela vaut la peine d'être vu avec vos propres yeux imaginaires. Tenez-vous au mur où la lumière atterrit et laissez-vous glisser lentement sur le côté. Et à chaque pas, observez les petites flèches pour les chemins qui atteignent l'endroit précis où vous vous tenez. Quand vous êtes au centre, les flèches pointent toutes presque dans le même sens. Et quand vous les enchaînez pointe à queue, elles s'étirent en une longue course droite et la lumière s'accumule autour de vous. Éclatante. Maintenant, marchez lentement vers l'extérieur. Les flèches commencent à ne plus être d'accord, juste légèrement au début, et la chaîne commence à se courber, comme la pointe d'une fougère qui s'enroule. Continuez à marcher et la courbure se resserre. La chaîne s'enroulant sur elle-même et la lumière autour de vous faiblit. Faites encore un pas et la spirale se referme en un cercle parfait, pointe touchant queue, et la lumière là où vous vous tenez s'éteint simplement. Une bande de pur sombre, faite par des flèches qui se sont dévorées elles-mêmes. Marchez encore et une spirale plus petite s'ouvre et une lumière plus faible revient. Et maintenant rappelez-vous le petit détail que je vous ai demandé de garder en tête au tout début. Celui à propos de la bande centrale étant 2 fois plus large que les autres. Regardez-le apparaître ici gratuitement. En partant du centre et en glissant vers l'extérieur, vous devez parcourir une certaine distance avant que les flèches ne s'enroulent pour la première fois tout le tour et ne vous donnent cette première bande sombre. Mais une fois que vous l'avez dépassée, chaque bande sombre successive arrive après que les flèches se sont enroulées juste un tour de plus. Et cela ne prend que la moitié du glissement nécessaire pour le premier enroulement complet. Parce que faire passer les flèches de 0 enroulement à un tour complet couvre plus d'écran que de les faire passer d'un tour à 2. Donc la région brillante centrale, qui s'étend jusqu'à cette première bande sombre de chaque côté, est 2 fois plus large que chacune des bandes latérales coincées entre les bandes sombres suivantes.
Le rapport 2 pour 1 que vous avez noté distraitement au début n'était pas une coïncidence de ce laser particulier. C'étaient les flèches depuis le début, et nous sommes en train de le regarder naître sous nos yeux. Il y a une subtilité dans l'estompage des bandes latérales que les flèches expliquent aussi, et elle mérite un moment parce qu'elle approfondit l'image. Vous pourriez vous attendre à ce qu'une fois passée la région brillante centrale, les bandes latérales soient toutes à peu près égales, comme une rangée de collines similaires, mais elles ne le sont pas. Chaque bande latérale successive est nettement plus faible que la précédente, s'estompant régulièrement à mesure que vous vous éloignez du centre. Les flèches vous disent pourquoi. À la première bande latérale, après la première boucle sombre, la chaîne de flèches s'est enroulée une fois puis un peu plus, de sorte que la plupart des flèches s'annulent dans la boucle fermée et seul un petit arc résiduel dépasse pour former une résultante courte. À la bande latérale suivante, la chaîne s'est enroulée 2 fois et un peu plus. Donc une fraction encore plus grande des flèches est consumée dans les boucles fermées et un reste encore plus petit forme la résultante. Plus vous allez loin, plus les flèches sont avalées par l'annulation complète et moins il en reste pour faire de la lumière. Donc les bandes latérales ne font pas qu'exister. Elles s'estompent d'une manière spécifique et calculable, chacune construite à partir des miettes laissées après de plus en plus d'annulations complètes. Prenez du recul et remarquez ce que nous avons véritablement accompli. Nous avons commencé avec une affirmation qui sonnait comme une provocation, qu'un photon emprunte tous les chemins. Et nous l'avons utilisé avec rien de plus que la règle que chaque chemin porte une horloge tournante, et la règle qu'on additionne les aiguilles d'horloge pointe à queue, et qu'on met la résultante au carré, pour reconstruire à la main la forme entière d'un vrai motif de diffraction. Pas seulement qu'il a des bandes brillantes et sombres, mais où la première bande sombre tombe, pourquoi la bande centrale a une double largeur, et pourquoi les bandes latérales s'estompent en s'éloignant. Chaque caractéristique qualitative qu'un physicien listerait à propos de la diffraction par une fente unique est tombée des flèches en images, avant même que nous ayons écrit une seule équation. C'est déjà remarquable. Mais la physique ne se satisfait pas d'un accord qualitatif, parce que beaucoup d'idées fausses peuvent produire à peu près la bonne forme. Le test véritable est de savoir si la courbe exacte correspond nombre pour nombre. Et pour cela, nous devons finalement traduire les flèches en arithmétique. Nous allons maintenant transformer les horloges tournantes en équations, et je promets de garder chaque étape liée à une image que vous avez déjà vue, afin que les mathématiques ne flottent jamais librement, déconnectées du sens physique. Commencez par établir la géométrie. Placez la fente verticalement, centrée sur une ligne à l'endroit devant vers l'écran. Appelez la largeur de la fente A. Donc le bord supérieur de la fente se situe à une hauteur de la moitié de A au-dessus du centre, et le bord inférieur se situe à la moitié de A en dessous. Placez l'écran à une distance L droit devant. Maintenant, choisissez un point sur l'écran et mesurez à quelle distance il est du centre de l'écran. Appelez cette distance X. Notre travail est de trouver la longueur d'un chemin droit qui quitte la fente à une certaine hauteur Y et atterrit au point X sur l'écran. Ce chemin est le côté oblique d'un triangle rectangle. Un côté du triangle va droit de la fente à l'écran, la distance L. L'autre côté court le long de l'écran et sa longueur est la différence entre l'endroit où le chemin atterrit X et l'endroit d'où il est parti dans la fente Y. Donc ce côté a une longueur X moins Y. Le chemin lui-même est le long côté oblique, celui qui connecte le départ à l'arrivée. Et par le théorème de Pythagore que vous avez appris à l'école, sa longueur au carré est égale à L au carré plus la quantité X moins Y au carré. C'est la longueur exacte du chemin. C'est un peu maladroit avec cette racine carrée qui rôde dedans. Donc nous l'arrangeons en utilisant un fait sur notre montage réel. Le fait est que l'écran est loin comparé à l'étroitesse de la fente et à la petitesse du motif. Dans l'expérience réelle, la distance L pourrait être de plusieurs mètres, tandis que la fente est une fraction de millimètre. Donc les distances latérales sont minuscules à côté de L. Quand une quantité est minuscule comparée à une autre, il y a une approximation standard et honnête qui vous permet de développer une racine carrée en quelque chose de plus simple, et l'appliquer ici transforme la longueur maladroite du chemin en quelque chose de propre. La longueur du chemin est approximativement L plus la quantité X moins Y au carré divisé par 2 fois L. Suffisamment proche de l'exact pour tout ce que nous pourrons jamais mesurer. Maintenant, traduisons la longueur en rotation d'horloge. L'horloge tourne à un rythme fixé par la fréquence de la lumière, et elle tourne aussi longtemps que le photon voyage, c'est-à-dire la longueur du chemin divisée par la vitesse de la lumière. Donc l'angle total que l'aiguille de l'horloge parcourt pour un chemin donné est le rythme de rotation multiplié par le temps de trajet. Injectez la longueur de chemin que nous venons de trouver, et l'angle total à 2 morceaux. Un morceau vient de la partie L de la longueur, et un morceau vient de la partie X moins Y. Le premier morceau, celui venant de la partie L, est exactement le même pour chaque chemin vers un point donné de l'écran, parce que chaque chemin partage ce même L. Une rotation identique pour chaque flèche ne change pas la façon dont les flèches diffèrent les unes des autres. Elle tourne simplement la chaîne entière rigidement, comme faire pivoter un dessin sans changer sa forme. Et puisque seules les différences entre les flèches décident si elles s'accordent ou s'annulent, nous pouvons ignorer cette partie commune entièrement.
Ce qui reste est le morceau qui varie véritablement d'un chemin à l'autre, le morceau construit à partir de x moins y, et c'est le morceau qui porte tout le motif. Pour écrire ce morceau survivant de manière compacte, les physiciens utilisent un nombre appelé le nombre d'ondes, écrit K, qui est juste une manière commode d'empacter la couleur de la lumière. Il est égal à 2π divisé par la longueur d'onde, et une longueur d'onde plus courte signifie un K plus grand. En termes de K, l'angle dépendant du chemin de la flèche donne K fois la quantité x moins y au carré, divisé par 2 fois L. Développez ce carré et vous obtenez 3 termes. Un terme ne dépend que de x, pas de y. Donc comme avant, il est le même pour chaque chemin vers le point x, et nous pouvons l'abandonner. Un autre terme se révèle si petit pour des nombres réalistes qu'il peut être négligé. Si vous injectez un laser rouge d'environ 650 milliardièmes de mètre, une fente d'environ 50 millionièmes de mètre de large, et un écran à environ 5 mètres, ce terme donne à peu près 6 centièmes, ce qui est minuscule comparé à 1. Donc il ne change rien. Et quand la poussière retombe, l'angle de la petite flèche pour un chemin quittant la hauteur y et atterrissant en x se réduit à une seule expression propre. Il est proportionnel à moins k fois x fois y divisé par L. Maintenant, regardez la petite horloge révéler sa véritable identité parce que c'est ici que l'image enfantine et les mathématiques sérieuses se révèlent être la même chose. Une flèche tournante de longueur fixe pointant à un certain angle est exactement ce que les mathématiciens décrivent avec l'un des résultats les plus tranquillement magnifiques de la discipline, une relation découverte par Euler. Elle dit qu'une flèche de longueur, un pointant à un angle, peut être écrite comme une seule expression compacte construite à partir de cet angle. Les physiciens l'appellent une exponentielle complexe. Mais vous n'avez pas besoin du nom. Vous avez seulement besoin du sens, qui est ceci. C'est la mathématique d'une flèche unitaire pointant dans une direction. Notre petite aiguille d'horloge tournant autour de son cadran est précisément cet objet. La modeste montre tournante et l'élégante formule d'Euler ne sont pas deux choses. Elles sont une seule chose vue de deux côtés. Donc chaque chemin contribue une de ces flèches unitaires pointant à l'angle que nous venons de trouver. Et sommer sur tous les chemins à travers la fente signifie additionner toutes ces flèches pendant que I balaie continuellement du bord inférieur de la fente au bord supérieur. Additionner un balayage continu de flèches est exactement ce que l'opération mathématique appelée intégration fait. Une intégrale n'est rien de plus mystérieux qu'une somme pointe à queue d'infiniment nombreuses flèches infinitésimales. Nous effectuons cette somme à travers la fente, et la réponse sort en termes d'une fonction qui apparaît partout en physique. La fonction qui prend un angle et donne le sinus de cet angle divisé par l'angle lui-même. Écrit en entier, la longueur de la flèche résultante au point x est proportionnelle à la largeur de fente à multiplier par cette fonction d'un certain argument qui dépend de a, k, x et l. Cette résultante est la flèche additionnée, le pointeur long ou court dont le carré nous donne la luminosité. Donc pour obtenir la luminosité réelle, nous faisons l'étape finale que notre règle a toujours exigée. Nous la mettons au carré, et le carré donne la probabilité que le photon atterrisse en x, proportionnelle à a au carré, multiplié par le carré de cette même fonction. Et maintenant vient le moment pour lequel tout l'exercice était fait. Si vous tracez cette expression en fonction de x, la position à travers l'écran, vous obtenez un grand pic central qui descend à 0, remonte en une bosse latérale bien plus petite, redescend à 0, remonte en une bosse encore plus petite, et ainsi de suite vers l'extérieur. C'est la courbe exacte qu'un photomètre trace à travers un vrai motif de fente unique. Pas approximativement, exactement. En partant de la prémisse extravagante que le photon emprunte chaque chemin en portant une petite horloge. Nous sommes arrivés en une page d'arithmétique honnête à la courbe précise de luminosité de l'optique ondulatoire classique. Celle que les physiciens ont mesurée et connue bien avant que quiconque ne parle de photons empruntant toutes les routes. Prenez un moment pour sentir l'ampleur de cela. L'étrangeté de la lumière empruntant chaque chemin n'est pas une histoire que nous racontons autour des données pour les rendre excitantes. C'est les données elles-mêmes. Les horloges tournantes ne sont pas une métaphore boulonnée sur le motif après coup. Elles sont la chose qui produit le motif. Et la preuve en est que quand vous les prenez littéralement et faites l'arithmétique, les nombres atterrissent exactement là où la lumière atterrit. Il y a quelque chose de presque pervers dans ce qui se passe quand vous rendez la fente plus étroite, et les flèches l'expliquent parfaitement. Votre intuition dit que si vous voulez un faisceau de lumière plus étroit et plus serré sur le mur du fond, vous devriez utiliser une fente plus étroite. Resserrer l'ouverture et sûrement la lumière est forcée dans un canal plus fin et atterrit dans une bande plus mince. C'est ce qui arriverait avec un flux de sable ou une pluie de cailloux ou n'importe quoi qui se comporte comme une simple grêle de particules marchant droit devant. Rétrécissez le portail, rétrécissez le flux. Mais la lumière construite à partir d'une somme sur des chemins fait exactement le contraire. Rendez la fente plus étroite et le motif sur l'écran s'élargit. Comprimez la lumière dans l'espace et elle s'évente davantage, pas moins. Ouvrez la fente en grand et le motif se resserre en une ligne brillante et nette. Plus vous pincez, plus elle fleurit. Voyons pourquoi en utilisant l'image que nous avons déjà construite, parce que cela tombe directement des flèches.
Rappelez-vous qu'une bande sombre apparaît à l'endroit de l'écran où la chaîne de petites flèches s'enroule tout le tour en une boucle fermée et s'annule à zéro. Cette fermeture de la boucle dépend de la dispersion des longueurs de chemin à travers la fente. Quand ces deux horloges de bord diffèrent d'exactement un tour complet, les flèches entre les deux s'éventaillent à travers un cercle complet, la chaîne se ferme et vous obtenez la première bande sombre. Si la fente est large, les bords sont éloignés l'un de l'autre, et même pour un point d'atterrissage seulement un peu décalé du centre, les chemins de bord diffèrent déjà substantiellement en longueur. La première bande sombre arrive vite, près du milieu, et tout le motif est comprimé. Si la fente est étroite, les bords sont proches et les deux chemins de bord restent presque égaux en longueur jusqu'à ce que le point d'atterrissage se soit déplacé très loin sur le côté. La première bande sombre arrive loin et la région brillante centrale est étirée en largeur. Et c'est l'un de ces endroits où les mathématiques que nous avons construites pètent un dividende propre. La distance du centre à la première bande sombre est égale à la longueur d'onde de la lumière multipliée par la distance à l'écran divisée par la largeur de la fente. La longueur d'onde est en haut. Donc la lumière plus rouge, avec sa longueur d'onde plus grande, s'étale plus que la lumière plus bleue à travers la même fente. La distance à l'écran est en haut aussi. Donc plus vous mettez le mur loin, plus le motif s'élargit. Et la largeur de fente est en bas, livrant l'étalement contre-intuitif. 3 quantités quotidiennes combinées de la manière la plus simple possible, et il en sort l'emplacement exact de l'obscurité. Quand vous rétrécissez la fente et étalez le motif, vous recueillez aussi la lumière de moins de chemin. Moins de chemin signifie une résultante plus courte même au centre brillant. Les mathématiques disent que la luminosité maximale diminue avec le carré de la largeur de fente. Donc diviser la fente par 2 ne double pas seulement l'étalement, cela réduit la luminosité maximale au quart. Comprimez la lumière et elle s'étale plus large et plus faible à la fois. Ce compromis où confiner la lumière plus étroitement dans l'espace la force à s'étaler plus largement en direction est le même compromis qui se trouve au cœur du principe d'incertitude. La fameuse déclaration que vous ne pouvez pas fixer certaines paires de quantités en même temps. Ici, c'est dans sa forme la plus visible, la plus physique. Fixez la lumière étroitement en position en la forçant à travers une fente étroite, et elle répond en devenant follement incertaine en direction, s'éventaillant à travers l'écran. Laissez-la libre en position en utilisant une fente large, et elle devient nette en direction. L'expérience de la fente n'est pas simplement similaire au principe d'incertitude. C'est le principe d'incertitude fabriqué à partir de rien d'autre que des longueurs de chemin et des horloges tournantes, étalées sur un mur où vous pouvez le mesurer avec une règle.